On commence aujourd'hui avec une aspiration que je pense presque tout le monde partage. Ah bon? Un désir fondamental. Avoir son propre chez soi. Exactement. Un endroit où on peut fermer la porte, être soi-même, prendre ses propres décisions, bref, avoir sa place. Et aujourd'hui, on va explorer comment cette aspiration, qui nous semble si simple, devient une réalité pour des adultes qui ont une déficience intellectuelle ou qui sont autistes, ici au Québec. Notre point de départ, c'est un article vraiment, vraiment éclairant de la revue Sociologie visuelle. Il est signé par Martin Cahouette, Sarah Pellerin et Michel Lafontaine. Et on ne va pas juste rester dans la théorie, là. On Non. va plonger dans un projet très, très concret à Shawinigan. Un projet qui s'appelle « J'ai mon appart ». Le nom dit tout, finalement. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas juste l'histoire de la construction d'un immeuble. Non, c'est surtout l'histoire de la construction d'une nouvelle approche, d'une nouvelle façon de penser l'autonomie. Mais la question au cœur de notre discussion, c'est comment on passe d'une belle idée sur papier à un immeuble en briques, surtout quand les systèmes en place, ils sont pas faits pour travailler ensemble. Pour bien saisir l'importance d'un projet comme celui-là, il faut faire un petit retour en arrière. OK. Avant les années 1960, la réalité pour une personne avec une déficience intellectuelle ou autiste, c'était assez limité. C'était soit la famille qui s'occupait de tout, Soit les grands instituts psychiatriques pour les cas plus lourds. souvent très isolé. Puis arrive le grand mouvement de désinstitutionnalisation dans les années 60 et 70. L'État qui décide de prendre le relais. Exactement. Et le modèle qui a émergé, c'est ce qu'on a appelé le modèle médico-social. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? L'idée de base, c'était de voir le handicap comme un genre de problème de santé chronique. Qui nécessite une prise en charge constante. C'est ça. Et c'est dans cette logique qu'est né le réseau des ressources de type familial, les RTF. Qu'on connaît mieux comme les familles d'accueil. L'image qu'on a d'une famille d'accueil est quand même assez positive. On pense à un milieu plus chaleureux, plus humain. Et ça l'était. L'intention était bonne. C'était un immense pas en avant par rapport aux institutions. Mais Mais le diable est dans les détails. Et ici, le détail, c'était la structure financière. Le système, sans le vouloir, a créé un piège. OK, expliquez-moi ça. Pensez-y. La rémunération de la famille d'accueil était directement liée au niveau de soutien que la personne avait besoin au quotidien. Attends, donc, si je comprends bien, si la personne hébergée faisait des progrès, Si elle apprenait à faire son lavage, à gérer son budget, à devenir plus autonome, le niveau de soutien diminuait. et donc, la rémunération de la famille d'accueil diminuait aussi. Ça n'a pas de bon sens. C'est complètement contre-productif. Le système punissait financièrement la famille pour avoir bien fait son travail, ça créait un conflit d'intérêts qui minait tout l'objectif d'autonomie. Fait que le modèle créait une dépendance à long terme, même si sur papier, le but, c'était l'intégration. Précisément. Et c'est là que le changement de mentalité s'opère. L'article l'explique très bien. Les jeunes adultes d'aujourd'hui, Oui, ceux qui arrivent à l'âge de quitter le nid familial, ils ont des aspirations complètement différentes de celles des générations d'avant. et pourquoi ce changement? C'est leur parcours de vie. Contrairement à leurs aînés, beaucoup ont connu l'inclusion dès la petite enfance. Ils sont allés dans les mêmes garderies, les mêmes écoles que les autres. Exactement. Ils ont grandi avec l'idée qu'ils faisaient partie de la communauté. Fait que logiquement, leurs aspirations se sont modelées sur celles de leurs amis, de leurs frères et sœurs. Ils voient les autres avoir leur premier appart et ils se disent « Pourquoi pas moi? C'est tout à fait ça. Et il y a une citation dans l'article qui est tellement puissante. Elle résume tout. » Ah oui? C'est un futur locataire du projet, Francis, qui dit « Pourquoi j'irais vivre dans une famille d'accueil? J'en ai déjà une famille. » Wow! C'est d'une clarté désarmante. Il ne cherche pas une famille de substitution. Il veut commencer sa vie d'adulte. Ça nous amène directement au cœur du projet de Shawinigan. Qu'est-ce qui rend leur approche si différente? Le changement de paradigme, il tient en un seul mot. Locataire. C'est aussi simple que ça? C'est fondamental. Les résidents de J'ai mon appart ne sont pas placés quelque part. Ils sont des locataires. Ils signent un bail, ils ont des droits, des responsabilités et ils paient un loyer. Ce qui change toute la dynamique de pouvoir. On n'est plus un usager d'un service. On est un citoyen chez soi. Et le loyer est accessible, j'imagine. Oui, ce sont des HLM, des habitations à loyer modique. Le loyer fixé à 25 de leurs revenus. Et le rôle du réseau de la santé, le CISS, dans tout ça? Le CISS offre des services, bien sûr, mais les offre comme il le ferait pour n'importe quel autre citoyen qui a besoin d'aide à domicile. Il ne gère pas l'immeuble. La personne n'est plus définie par les services qu'elle reçoit. Décrivez-nous l'endroit. Ça ressemble à quoi, concrètement? C'est un immeuble neuf de 12 logements.
11 de ces logements, ce sont des appartements complets, des 3,5. Donc, une vraie chambre fermée, salon, cuisine. De vrais appartements individuels. Et le 12e, il est pour ce qu'ils appellent un locataire ressource. Locataire ressources. C'est une personne sans handicap qui vit là et qui offre une présence rassurante, un genre de bon voisin vigilant, surtout la nuit et les fins de semaine. Et il doit y avoir des espaces communs aussi pour briser l'isolement. Oui, et c'est crucial. Il y a une grande salle multifonctionnelle avec une cuisine pour des activités de groupe, des soupers. Il y a une buanderie, des bureaux pour des intervenants. C'est pensé pour que les gens puissent avoir leur intimité, mais aussi des occasions de socialiser. C'est un équilibre. On favorise l'autonomie, pas l'isolement. Bon, on a le logement. Mais l'autonomie, ça ne vient pas juste avec des murs et un toit. L'accompagnement au quotidien, comment ça fonctionne? L'accompagnement est assuré par des employés de l'OBNL lui-même, J'ai mon appart, OK. et leur rôle, c'est pas de faire à la place des gens, mais de les soutenir. Ça peut être de l'aide pour planifier les repas, gérer un budget. Oui, ou comprendre une lettre du gouvernement, ou même naviguer des relations interpersonnelles. C'est un soutien qui est flexible, qui est adapté à chacun. Et à ça s'ajoutent les autres services. Exactement. Plusieurs locataires reçoivent des services plus spécialisés du CSSS, d'autres ont un emploi, d'autres vont à l'école aux adultes. C'est un véritable écosystème de soutien. OK, le modèle est brillant, on comprend la vision, mais maintenant, la partie difficile. La transformer en réalité. L'article dit que ça a pris 4 ans, de 2018 à 2022, et qu'il a fallu amasser près de 2 millions de dollars de la communauté. C'est une montagne. C'en est une. Comment un petit groupe réussit ça? C'est là que l'article utilise l'image d'une symphonie. Il a fallu que plein d'acteurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble jouent la même partition. Et le chef d'orchestre? Le conseil d'administration de l'OBNL. Qui sont ces gens-là? Au départ, ce sont des parents. Un frère et une belle-sœur de futurs locataires. Des gens directement concernés qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Ce sont eux qui ont porté le projet du début à la fin, qui ont coordonné tous les partenaires, qui ont navigué la bureaucratie, organisé les levées de fonds. On parle de bénévoles ici, des gens qui ont déjà leur travail, leur famille. Le soir, ils deviennent des experts en habitation et en philanthropie. C'est un travail titanesque. L'article souligne un point fascinant sur leur rôle. Lequel? Leur rôle le plus important, ça a été celui de traducteur. De traducteurs? Oui, ils ont dû apprendre à parler le langage du monde de la santé, puis celui du monde de l'habitation, celui des fonctionnaires municipaux, celui des philanthropes, et faire le pont entre tous ces univers qui fonctionnent en silos. Et les futurs locataires, quel a été leur rôle là-dedans? Ils ont été au centre de la démarche, et pas juste comme des bénéficiaires passifs. Ah non. Non, certains sont devenus de vrais porte-parole. En participant à des conférences de presse, en racontant leur histoire dans les médias locaux, ils ont donné un visage humain au projet. Ce n'était plus un projet abstrait. Exactement. C'était le projet de Francis, de Sophie, de Mathieu, et cette prise de parole a été cruciale pour l'acceptabilité sociale dans le quartier. Pour qu'un projet comme ça fonctionne, il faut l'appui des politiciens. On imagine que c'est souvent là que ça bloque. C'est un des grands succès du projet. L'alignement a été quasi parfait. À tous les niveaux? Oui, d'abord, la ville de Shawinigan a fait un pas de géant donnant le terrain, Wow, juste ça, c'est une contribution énorme. en plus d'un crédit de taxe. Ensuite, au provincial et au fédéral, les députés locaux ont joué un rôle clé de facilitateur. C'est-à-dire? Ils n'ont pas juste donné leur appui moral, ils ont ouvert des portes dans les ministères, aidé à dénouer des impasses bureaucratiques pour le financement de la SHQ et de la SCHL. OK, on a les bénévoles, les locataires, les politiciens, mais il manque encore l'argent. 2 millions de dollars, c'est une somme. C'est là qu'on voit la force du tissu social quand il se mobilise. Des fondations philanthropiques majeures ont embarqué. Et la communauté locale? Son implication a été touchante. Des commerces, des entrepreneurs ont donné de l'argent, des matériaux, de leur temps. Et les médias locaux ont suivi le projet pas à pas, lui donnant de visibilité constante. Ce qui a dû créer une sorte de cercle vertueux. C'est un point que l'article met très bien en lumière. Cette visibilité a créé une dynamique où, au fond, tout le monde y trouvait son compte. Comment ça? Mais pour un politicien, s'associer à un projet aussi positif, c'est un bénéfice politique. Pour une entreprise locale, c'est une excellente publicité sociale. Ce n'est pas juste un élan de charité pur. Non, c'est un modèle de profit partagé, où le succès du projet rejaillit sur tous les partenaires. Quand on met tout ça ensemble, on réalise que le succès repose entièrement sur la capacité de ce petit groupe de bénévoles à tisser des liens entre tous ces mondes qui ne se parlent pas. C'est l'observation fondamentale de l'analyse.
Tout repose sur eux. Ils ont dû créer les ponts qui n'existaient pas dans la structure de l'État. Et l'article, j'imagine, pose la question de la suite. Oui, il pose une question qui est aussi un avertissement. Est-ce que ce modèle est durable? Peut-on s'attendre à ce que ça se répète partout? Peut-on vraiment s'attendre à ce que le développement de logements essentiels repose sur l'engagement héroïque et non rémunéré de quelques parents et proches? Le risque d'épuisement doit être immense. Colossal. Et sans une structure provinciale pour guider ces initiatives, chaque nouveau groupe de parents, dans chaque région, est condamné à repartir de zéro, à réinventer la roue. Alors, si on résume, que doit-on retenir de cette analyse? D'un côté, on a une transformation magnifique. Le passage d'un modèle de prise en charge à un modèle de droit au logement. Mais de l'autre, on voit que la machine pour y arriver est incroyablement complexe et fragile. C'est exactement ça. L'histoire de J'ai mon appart est profondément inspirante, mais elle est aussi le symptôme d'une faiblesse du système. Le succès repose trop sur des individus exceptionnels. Et pas assez sur une structure fiable. Pour que ça se multiplie, il faut un vrai modèle de développement, soutenu par l'État, qui facilite la vie de ces chefs d'orchestre bénévoles, au lieu de leur demander de gravir l'Everest à chaque fois. L'article se termine sur un détail fascinant qui donne à réfléchir. Sur les liens personnels? Oui, il souligne que le projet a souvent avancé grâce à des contacts préexistants. Le membre du CA qui connaissait quelqu'un en affaires, la politicienne qui avait un lien personnel avec la cause. C'est à la fois beau et un peu inquiétant. Ça nous laisse avec une question à méditer. Comment peut-on bâtir un système qui garantit la création de ces milieux de vie sans que leur succès ne dépende du hasard des rencontres et des réseaux personnels? Comment on rend cette réussite systémique pour que l'accès à un chez-soi devienne un droit réel et non pas une loterie qui dépense la chance de tomber sur des héros locaux?